Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la rédac de Doux Enquête Paranormale. Voilà, donc nous sommes ravis de vous accueillir ici en ce lieu théâtre de nos précédentes enquêtes. Comme d'habitude, je vais vous faire la présentation de l'histoire de ce lieu, mais avant, il me semble important de vous en restituer le contexte. Tout commence d'abord lorsque nos amis du groupe Vosges Paranormal Investigation nous fournissent si amicalement les informations concernant ce lieu, notamment comment y accéder, où est-ce qu'il se trouve, mais également les preuves qu'ils ont recueillies lors de leurs propres enquêtes ici même. Nous nous sommes donc rendus le samedi 14 novembre 2015 pour effectuer une première découverte des lieux en comité restreint. Nous nous sommes donc retrouvés, Julien, Mika et moi-même, sur place pour découvrir ce lieu. Nous sommes arrivés en fin de journée, nous avons profité des dernières heures de soleil pour explorer les environs. Ce faisant, période hivernale oblige, la nuit est tombée, a finalement tombé plus tôt que prévu et nous avons décidé d'effectuer une première enquête sur place. Une semaine plus tard, nous avons décidé de revenir pour effectuer une enquête beaucoup plus complète. Pourquoi plus complète? Eh bien tout simplement parce que la précédente enquête nous a permis de déterminer par exemple différentes zones, disons, plus favorables aux potentiels résultats que nous pourrions obtenir. Nous avions prévu de venir plus tôt pour essayer d'accéder à un bâtiment annexe, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui se trouve un peu plus haut par rapport au fort. Cependant, nous avons été surpris par la neige qui est tombée du jour au lendemain, littéralement. Faute d'avoir mis les moyens, nous n'avons cependant pas pu accéder à ce lieu. Nous voici donc le dimanche 6 décembre 2015 pour vous présenter les résultats des deux précédentes enquêtes. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a 2 semaines d'écart entre la dernière enquête que nous avons effectuée ici même et aujourd'hui, jour à laquelle nous avons décidé de vous présenter les résultats. Et certains y verront peut-être des inconvénients à faire cela, mais moi je n'y verrai que des points positifs. Notamment le fait que ça nous permet, étant donné que nous ne sommes tout simplement pas des professionnels, et je doute qu'il y en ait dans ce domaine au fond, cela nous permet de prendre le temps d'analyser les résultats que nous avons peut-être obtenus durant ces enquêtes, mais également de prendre du recul sur ce que nous avons vécu durant ces enquêtes, de prendre du recul sur les résultats que nous avons obtenus, et donc tout cela pour amener à aujourd'hui donc pour la présentation des résultats sous la forme de la rédac, et donc du coup de vous présenter nos résultats de façon plus concrète, mais également en vous donnant un point de vue beaucoup plus sûr. Intéressons-nous tout d'abord à l'histoire de ce fort du 19e siècle dont les premières pierres furent posées en 1877 à 615 mètres d'altitude. Ce fort fut construit pour intégrer le système de serrés de rivières mis en place par le général militaire du même nom dans le but de fortifier nos frontières et nos côtes françaises, mais également de remplacer les fortifications mises en place auparavant par Vauban. Notre fort est quant à lui destiné à défendre des invasions ennemies la vallée du Haut-Doubs. Construit à même la falaise, il est rendu inaccessible sur ses côtés nord et est. Si l'on pouvait obtenir une image aérienne de ce lieu, l'on pourrait constater qu'il a une forme hexagonale, typique de ces fortifications du système serré de rivières. Cette forme hexagonale lui permet notamment de disposer d'une très grande superficie. Ces différents aménagements lui permettent de disposer notamment d'une entrée protégée par ce que l'on appelle une caponnière, mais également d'un système d'armement comptant 12 canons et 6 mortiers. Il dispose également d'une prison, d'un poste de police, élément intéressant, ce que l'on appelle un poste optique, qui lui permettait, à l'aide d'un appareil qu'on appelait héliographe, d'envoyer des signaux lumineux aux différents bâtiments militaires se trouvant dans les environs.
Il disposait au rez-de-chaussée d'une boulangerie, d'un mess pour les officiers, mais également d'une infirmerie pouvant accueillir jusqu'à une bonne dizaine de blessés. Toujours au rez-de-chaussée, vous pouviez trouver 3 chambres pour les officiers, mais également une cuisine. À l'étage, qu'on accède avec un petit escalier qui monte au niveau supérieur, vous pouviez trouver 4 chambrées destinées à accueillir l'ensemble des troupes, mais également 3 chambres pour les sous-officiers ainsi qu'une lampisterie. Ce qui fait qu'au final, ce bâtiment est capable d'accueillir environ 224 hommes, également 10 sous-officiers et 5 officiers. Le fort disposait également de 2 tunnels qui permettaient de descendre au niveau des douves qui entourent l'ensemble de la fortification. Élément tout aussi intéressant, la poudrière, magasin où l'on stockait les munitions et la poudre, est recouverte d'une épaisse couche de terre, probablement prévue pour se protéger des éventuels bombardements, comme c'était déjà le cas d'un ancien abri-caverne aujourd'hui disparu. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fort ne servit jamais. Il ne vécut même pas les événements de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il fut abandonné par l'armée qui en était jusqu'ici le propriétaire en 1977. Il fut racheté après par la municipalité locale et il fut réaménagé en parc accessible à tous. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une autre fortification annexe au fort. Plus petite, certes, mais pas moins intéressante pour autant. Il nous faudra cependant marcher pendant près d'une demi-heure et gravir une bonne centaine de mètres supplémentaires pour l'atteindre. Intéressons-nous maintenant à l'histoire de cette tour carrée. Construite en tant qu'avant-poste en 1884, elle se trouve à environ 720 mètres d'altitude, soit une bonne centaine de mètres au-dessus du fort situé en contrebas. Rien d'exceptionnel par rapport à son histoire, si ce n'est le 22 août 1944, au matin, les troupes françaises, les troupes de la résistance française occupent les lieux et s'en servent en guise d'observatoire. C'est vers 7h30 du matin que les troupes allemandes vont engager le combat sur place et ce n'est que vers 15h qu'ils vont déloger les résistants français et prendre position dans cette tour et défendre le site à l'aide d'une mitrailleuse. Ce n'est seulement qu'à la tombée de la nuit que les résistants français vont revenir, déloger à leur tour les troupes allemandes et la bataille provoquera environ 119 morts du côté des troupes d'invasion allemandes et 8 pertes du côté de la résistance française. Les témoignages, eux, quant à eux, nous disent que effectivement il y a bien eu 8 morts du côté de la résistance française, mais seulement, entre guillemets, environ 40 morts du côté des troupes allemandes. Donc, lors de la séance du repérage avec moi, Maxence et Michael, je me suis retrouvé tout seul ici pendant à peu près 20 minutes. Et pendant que Maxence elle explorait avec Michael en bas les confins de ce fort, j'avais ma SB7, j'avais un match numérique, mon petit casque, et je me suis posé en plein milieu du couloir central à l'entrée. Et j'ai pas capté grand chose, hein. J'avais récupéré une petite dizaine de PVE, mais au nettoyage après je me suis rendu compte que c'était la réverbération de ma propre voix. Donc ici c'est déjà pas évident, quoi. Mais bon. Après, ayant passé les un quart d'heure ici tout seul, bon, c'est vrai qu'il faisait quand même nuit, l'atmosphère est assez pesante. Du fait que je me retrouve tout seul ici, est-ce que ça a fait que, bon, à un moment donné, il m'a semblé ressentir quelque chose qui n'était pas très loin de moi qui s'approchait. Du coup, j'ai quand même réussi à me contenir et poursuivre encore cette séance de PVE jusqu'à la fin. Donc,
de ce côté-là, PVE-RLS. Pour l'enquête, avec le reste du groupe, 2 semaines après, on s'est retrouvé au premier étage des chambres des officiers et des sous-officiers. On était postés juste au fond du premier couloir qui est à l'entrée, dans le noir, bien entendu. Et moi, sur le chemin, dans ce couloir, j'avais disposé à distances différentes des détecteurs de mouvement, les petites boules là, que j'ai dans mon matériel. Et du coup, pour pas qu'on puisse interagir avec ces détecteurs de mouvement, on s'était quand même bien mis dans le fond du couloir. Et ce qui était intéressant, c'est que quand j'avais proposé à Antoine, Maxence et aux autres membres du groupe de faire des groupes de 2 et de faire des tours de garde en essayant de reproduire un peu à l'époque ce qui pouvait se passer, ce qui était intéressant, c'est que quand on passait devant les détecteurs de mouvement, normal, ils s'allumaient, normal. Après, ils s'éteignaient, mais bizarrement, quand il y avait le reste du groupe qui était au fond, ils voyaient les détecteurs se rallumer. Du coup, c'était assez bizarre, alors que le premier groupe qui était parti faire sa ronde de garde était à l'autre bout du couloir. Ça, déjà, c'était déjà un peu intéressant quand même. Après, on a fait plusieurs sessions PVE, on a fait plusieurs sessions aussi même avec la Spirit Box. On n'a pas eu beaucoup de résultats, même moi à l'écoute en live. Mais bon, je restais quand même sur une petite réserve à me dire qu'on allait peut-être pouvoir capter quelque chose à l'écoute après, quand je serai chez moi. On a capté 2 PVE, intervalles différents. Il y en a un avec mon enregistreur numérique, où à un moment donné, il y avait Antoine qui discutait avec Maxence. Et la motivation, soit il faudrait avoir le quad. Le problème, c'est que je peux pas l'emmener parce que le pick-up il est déjà trop long. Si je rajoute la remorque pour le quad, je dois avoir permis en remorque. Ouais. Je vais conduire avec la remorque. Tu dois faire une heure de code. Et la motivation, soit il faudrait avoir le quad. Le problème, c'est que je peux pas l'emmener parce que le pick-up il est déjà trop long. Si je rajoute la remorque pour le quad, je dois avoir permis en remorque. Ouais. Je vais conduire avec la remorque. Tu dois faire une heure de code. Et entre deux paroles, on a entendu un grognement. Et c'était marrant parce que là, à ce moment-là, c'était Maxence qui disait à Antoine que de toute façon, pour prendre le pick-up de son père avec une remorque derrière pour pouvoir monter avec le quad, c'était pas possible. Et du coup, je me suis dit que, est-ce qu'ils ont compris qu'on allait revenir? Du coup, ça n'a peut-être pas plu à certains. C'est déjà peut-être une première hypothèse, non? Et après, par la suite, le second PVE, je me rappelle, j'étais avec l'enregistreur de Maxence, et là, je dis à haute voix, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez votre état de conscience? C'était totalement logique. Si elle s'éteigne, c'est que vous êtes déplacé. Donc ça veut dire que vous comprenez bien ce qu'on vous dit. C'était totalement logique. Si elle s'éteigne, c'est que vous êtes déplacé. Donc ça veut dire que vous comprenez bien ce qu'on vous dit. Et là, on a entendu une voix rauque, au début, j'ai pas compris tout de suite, quoi. Mais après, à l'analyse, on entend bien clairement quelqu'un qui me dit j'ai pas besoin de toi, quoi. Alors je pense qu'à mon avis, c'est peut-être la personne que j'ai ressentie quand on était à la première pré-enquête, on va dire. Une personne qui me tournait autour, qui prenait ses distances. Je sais pas, après, je pense qu'on verra par la suite. Là, on est là ce soir. Je voulais juste aussi préciser aussi que du côté de mes parents, qui ont vu la rédac, l'épisode numéro 2, ils m'ont posé la question à savoir qu'est-ce qu'un PVE, quoi. Alors je voulais juste prévenir que Maxence va inclure dans la vidéo la définition d'un PVE pour mes parents. Voilà. Voilà, pour la suite de cette vidéo, nous allons aller chez Julien pour qu'il nous présente les résultats supplémentaires qu'il a pu obtenir. Souvenez-vous, le samedi dédié à la découverte de ce lieu, mais également le samedi durant lequel nous avons effectué une enquête beaucoup plus approfondie, nous n'avons tout simplement pas pu accéder à la tour carrée. Ce faisant, le dimanche 6 décembre 2015, nous avons anticipé, nous sommes non seulement venus beaucoup plus tôt pour effectuer le tournage de ce nouvel épisode, mais également pour tenter d'accéder à la tour carrée. Une fois arrivés sur place, nous avons effectué une mini-enquête, mais je ne vous en dis pas plus, je passe de nouveau la parole à Julien. Là, au niveau de la tour carrée, on a eu une anomalie au niveau du son.
Là, à ce moment-là, Maxence était dehors, moi j'étais avec Raphaël, à qui j'ai demandé de se poser dans un coin et de faire le silence total. Et je ne vais pas vous la présenter parce que à l'analyse, je ne pourrais pas dire si c'est vraiment une voix humaine désincarnée ou si c'est autre chose. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'étais dans un coin et Raphaël dans un autre, on n'a pas spécialement bougé, quoi. Et au niveau du son, on entend bien quelque chose, mais à savoir si c'est une voix humaine ou une voix ou un bruit d'extérieur, je pourrais pas le dire en tout cas. Donc c'est pour ça que je vais pas le présenter, quoi. Contrairement au fort où on a quand même eu quelques PVE non plus. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, à savoir que même si dans une enquête on n'a rien, alors on va l'expliquer. Après, on va pas inventer des preuves non plus, ça sert absolument à rien, quoi. Et voilà, je pense qu'on pourra peut-être retourner sur ce site un jour, on verra avec le groupe. Et puis moi de mon côté, voilà. Par contre, j'ai peut-être quelques petites questions que je me posais par rapport aux entités à qui on a pu capter des PVE dans le fort. À savoir, est-ce qu'ils ont une conscience différente entre eux? Est-ce que tout le monde a la même conscience? Est-ce qu'ils voient leur mort différemment? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils nous perçoivent eux différemment? Je crois que c'est plein de petites questions qui font que le sujet est passionnant et on pourra peut-être en voir un peu plus plus tard. Mes impressions concernant le fort où on est allé enquêter, on était déjà pour commencer plusieurs au même endroit. On a commencé à mettre les détecteurs de mouvement et tout de suite en fait ça commence à s'affoler. Un endroit ou à un autre, les détecteurs s'allumaient. On avait l'impression d'être observés en fait. Pour eux, c'était comme si on était des phénomènes de foire, un peu. Ensuite, donc, on a commencé à vouloir leur poser des questions, plus rien. Et à chaque fois qu'on commençait à aller quelque part, les détecteurs en fait se rallumaient, mais lorsqu'on était dos au détecteur, comme si vraiment on était suivi. Je me souviens aussi qu'à un moment donné, avec Antoine, en fait, on entendait comme si il y avait des gens en fait qui tenaient une conversation au loin, comme si ça travaillait, en fait, comme si la vie continuait, alors que les personnes, il n'y a plus personne. Après, donc, on a eu quelques ressentis pendant l'enquête. Surtout au niveau des premières questions, où on sentait vraiment qu'il y avait quelqu'un qui était là, mais qui avait du mal à venir à nous. Donc on a continué. Agathe s'est sentie mal à un moment donné vers la boulangerie, mais bon, on n'a pas senti grand chose à ce moment-là, on a plus senti quelque chose vraiment en fait au deuxième étage du fort. Donc, concernant l'enquête au fort, qui est un lieu intéressant et très impressionnant au niveau architecture, c'était une bonne enquête pour ma part. Après, le meilleur moment que j'en garde, ça a été donc, par rapport au détecteur de mouvement. Donc quand chaque membre de DEP passait devant, les détecteurs s'allumaient, ce qui était normal, mais par contre à quelques moments les détecteurs s'allumaient sans raison, malgré les explications et les résultats, ça n'a pas été très convaincant. On n'a pas eu de résultat. Après, au niveau du ressenti, la pièce juste à côté de la boulangerie, il y a une des pièces en fait où je me sentais pas à l'aise du tout. Comme si j'étais observée, un peu oppressée. Pareil, hein, donc avec Julien. Il me semble que Julien et d'ailleurs les autres membres de DEP, donc on est allé dans cette pièce pour essayer de chercher des résultats ou de savoir pourquoi je ressentais ce malaise, oui. Et donc on n'a pas eu de résultat non plus. Il me semble qu'on n'a pas eu de PVE. Après, pas d'explication. Mais pour ma part, ça a été une bonne enquête quand même parce que c'est quand même un lieu très enrichissant historiquement et moi ça me déplairait pas d'y retourner pour une prochaine enquête.
Voilà, donc c'est ainsi que se termine la vidéo de la rédac, n'est-ce pas Julien? Oui, côté historique, il ne s'est pas passé grand-chose dans le fort. Je pense qu'on y retournera d'ici un futur proche avec un matériel un peu plus sophistiqué et des conditions météorologiques optimales. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir visionné notre vidéo et de vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir.